Fake news de Libération, les décodeurs du Monde, l'AFP Factuel. Ils sont des dizaines et des dizaines à défendre le politiquement correct au sein d'entités gavées d'argent public, de votre argent. Et nous, sur Immédiat, nous sommes une toute petite équipe pour démonter les mensonges du système. Nous avons besoin de vous. Aidez TV Liberté. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro d'Immédiat, l'émission TV Liberté qui décrypte la propagande médiatique. Bonjour Jean-Yves. Bonjour Jules. Alors au sommaire aujourd'hui, nous reviendrons sur la une choc de Paris Match sur Zemmour et Sarah Knafo. Nous étudierons ensuite la polémique qu'a suscité le fameux dossier F de souche. Nous passerons à notre revue de presse, comme chaque semaine, avant d'analyser le traitement médiatique de la crise des sous-marins. Immédiat numéro 363, c'est parti. Éric Zemmour se retrouve encore une fois au centre de l'actualité. Paris Match en a fait sa une et c'est notre image de la semaine, Jean-Yves. Oui, alors c'est une image assez étonnante parce qu'on voit un couple assez proche, donc c'est un débordement sur la vie privée, sur la vie intime, ce qui est quand même assez nouveau en politique parce que jusqu'à une époque récente, on va dire jusqu'à François Mitterrand, on taisait, la presse taisait les affaires purement privées. Et à l'époque de Mitterrand, quand Minute avait fait des allusions sur sa deuxième ou troisième vie, on parlait à l'époque de torchon. Voilà. Ça a bien évolué depuis. Voilà, et là aujourd'hui, c'est Paris Match qui est un journal, tout ce qu'il y a de plus dominant, mainstream, qui fait sa une en au fond violant une image privée. Alors donc Paris Match titre justement Éric Zemmour et sa très proche conseillère Sarah Knafo, qui est apparemment une énarque assez brillante, assez douée, qui travaillait, il me semble, à la Cour des comptes. BFM titre des photos privées d'Éric Zemmour en une de Paris Match. Donc on imagine que cette image quand même va avoir des répercussions sur la campagne d'Éric Zemmour. Alors, est-ce que ce sera bénéfique ou est-ce que ça va lui desservir ? Quelle est votre opinion là-dessus ? Alors, il y a plusieurs interprétations possibles. C'est pas fait pour le servir. Si c'était fait pour le servir, on aurait passé une image majorative de Zemmour, une image majorative de Zemmour et de Sarah Knafo en train de travailler, par exemple. Ou là, c'est pas le cas. Quand vous comparez, par exemple, Paris Match, c'est le journal qui a contribué à faire élire Macron, avec une série de unes, je crois près de 10 unes au moment de la campagne de 2016-2017, et qui étaient toutes majoratives. Ouais, toutes majorative. Et alors on voit la différence, d'ailleurs là, la photo de Zemmour et de Sarah Knafo est toute petite, elle est noyée dans un océan de bleu, alors que les photos de Macron et de Madame Macron, dont on aurait pu à l'époque critiquer la différence d'âge, et notamment le fait que Madame Macron avait connu Macron à 15 ans, c'est encore donc plus, même quelque chose de c'est encore plus clivant et immoral, plus choquant. Eh bien, là, on avait des photos plein cadre. Avec Zemmour, on a une petite photo. Puis c'était vraiment mis en scène, c'était de beaux habits, toujours souriants, etc. Donc il est clair que c'est pas pour le servir. C'est sans doute pour l'avertir que s'il persiste dans ce qu'on pensait de son intention d'être candidat, on va lui en faire voir des vertes et des pas mûres. Ah, vous pensez que c'est une menace alors ? Je pense que c'est une menace. Un avertissement. On peut aussi penser, il peut aussi penser que c'est un vaccin. Voilà, donc tout ça. Et puis, si vous voulez, faut bien voir que les attaques, quelles qu'elles soient, elles n'ont d'effet que dans la tête de celui qui les subit. Si celui qui les subit
fait face, assume, fait face, ça passe. Oui, ça glisse comme l'eau sur la plume d'un canard. D'ailleurs, Zemmour a annoncé qu'il allait porter plainte. Il va porter plainte, il ne s'excuse pas, et ça continue. Voilà. Mais ça veut dire que la campagne présidentielle va être terrible. Et ce n'est pas la seule raison pour laquelle Éric Zemmour est en tête de l'actualité cette semaine. En effet, on a appris tout d'abord le débat avec Mélenchon, qui va se tenir ce soir, et également une rencontre avec Viktor Orban. Alors effectivement, vendredi, il y a une rencontre qui sera évidemment médiatisée avec Viktor Orban dans le cadre d'une conférence sur la démographie européenne qui a lieu à Budapest, et où Éric Zemmour se retrouvera aux côtés d'Orban, avec d'ailleurs Marion Maréchal. Et puis, ce jeudi, il y a le débat avec Mélenchon, qui lui aussi suscite la polémique, puisqu'il y a un certain nombre de journaux. Il y a France Info qui est sur cette ligne-là, mais il y a aussi Libération qui dit « Est-ce qu'on doit débattre avec tout le monde ?» Alors là aussi, c'est un vieux sujet. On avait fait le même coup à Jean-Marie Le Pen en 2002 avec Chirac, à Jean-Marie Le Pen, et on avait d'ailleurs, j'ai oublié de le préciser, la première fois où les médias ont déboulé dans le domaine de la vie privée à propos ou contre un homme politique, c'est en 1985, 86, 87 avec Jean-Marie Le Pen. Donc voilà, il y a un peu un traitement comparable, sachant que Zemmour a un accès aux médias beaucoup plus fort que ce qu'avait Le Pen à l'époque. Merci Jean-Yves, on passe à notre premier sujet. Le pseudo-journaliste Taha Bouaf a déterré un tableau Excel fabriqué par le site F de Souche qui liste les signataires de l'appel à la manifestation contre l'islamophobie du 10 novembre 2019. Ce non-événement est devenu un phénomène médiatique et s'est transformé en véritable fatwa, Jean-Yves. Oui, alors d'abord, il y a des plaintes annoncées de la DILCRA, de Madame Morano, qui est un sous-ministre de M. Macron, en disant publication de listes, etc. Tout ça est parfaitement artificiel, c'est un non-événement, puisqu'il s'agit de publier la liste de gens qui ont signé une pétition publique. Et donc, la liste, c'est ceux qui ont publié la pétition, qui l'ont publiée. F de Souche n'a fait que la récupérer. Alors, on dit, oui, mais ils ont ajouté des éléments. C'est ce que j'allais vous dire. Ils ont rajouté, notamment, sur certains signataires, leur confession. Donc... Alors, ils ont rajouté aussi les fonctions publiques. Ils ont rajouté aussi le fait que ça pouvait être des présidents d'associations subventionnés. Mais tout ça est public, y compris d'ailleurs pour la confession des signataires. Quand vous êtes président d'une association musulmane ou que vous êtes imam... oui, c'est une donnée publique en soi. C'est une donnée publique. Et la tendance... religieuse dans laquelle vous vous inscrivez, elle est publique aussi. Donc, bah oui, il y a des données publiques. Quand on signe une pétition, on rentre dans le domaine public. On sort du domaine privé. Bon, alors je rappelle du coup que la liste de personnes désignées comme islamo-gauchistes par F de Souche, Taha Bouaf a déposé plainte contre le site d'extrême droite. D'extrême droite, ça c'est de la novlangue. Oui, excusez-moi, je vais reprendre. Non, le site de réinformation F de Souche. Donc Taha Bouaf, je le rappelle, dépose plainte contre F de Souche, le site de réinformation. Et finalement, cette information, elle a été véhiculée par BFM TV, qui a donné carte blanche à Éric Coquerel et aux députés insoumis pour s'exprimer et finalement dire un petit peu n'importe quoi. Oui, alors il y a eu pas mal de reprises pour ce qui est encore une fois un non-événement. Il y a eu un article du Figaro, il y a eu France Info, France Inter, BFM TV en a fait des tonnes, vendredi après-midi, le vendredi soir, le samedi, pour encore une fois ce qui est un non-événement, mais vous savez, l'information c'est ça, la désinformation c'est ça, c'est d'occulter ce qui est important et de monter en épingle ce qui ne l'est pas, mais qui peut servir le politiquement correct. C'est vraiment le déséquilibre. La désinformation, c'est d'abord un déséquilibre. Mais Éric Coquerel, justement, sur le plateau de BFM TV, qui dit « F de Souche nous met des cibles dans le dos et Gérald Darmanin n'a toujours pas pris de mesures. Ces fichiers encourageront encore les agressions physiques de l'extrême droite qui s'amplifient déjà de manière décomplexée. »
Alors ça, c'est totalement faux. Il y a des agressions physiques des antifas contre un peu tout le monde. Il n'y a pas d'agression physique. Il serait bien incapable de citer des exemples. C'est des agressions imaginaires. Comme le journaliste est incapable de lui poser la question « mais vous pensez à quoi? Vous avez quels exemples ?» Il raconte ce qu'il veut. Quoi. Ah bah, il parle pendant 3 minutes et il n'est pas interrompu. Nouvel exemple de désinformation, c'est-à-dire qu'il y a les gens qu'on laisse raconter n'importe quoi, il y a les gens qu'on coupe quand ils racontent des choses plutôt sensées. Justes. Exactement, c'est les deux pendants de la même médaille. Les deux pendants de la même médaille, absolument. Alors, Pierre Sautarel, justement, qui dit sur Twitter, ça démontre exactement ce qu'on disait sur l'islamo-gauchisme et la connivence entre la gauche, les médias et l'islamisme, c'est que cette information part de Taha Bouaf, proche de la France Insoumise, se retrouve sur BFM avec Éric Coquerel, etc., et finit justement le circuit sur Al Jazeera. Et on le regarde tout de suite. بعد الكشف عن هذه القائمة بكل هذه الأسماء. لقد أعلنا عن هذه القائمة بالأسماء منذ يومين ونحن نتحدث عن قائمة فيها أسماء. C'est assez sérieux Al Jazeera quand même parce que c'est regardé par beaucoup de musulmans en France et plutôt parmi les plus radicaux. Et donc là, pour le coup, pour reprendre l'expression de M. Coquerel, ça met une cible dans le dos de Pierre Sautarel. De Pierre Sautarel et pas justement de la gauche. C'est l'inverse. C'est absolument l'inverse, mais aussi, ça c'est de l'inversion accusatoire. Hein, voilà. L'inversion accusatoire, on accuse l'extrême droite de mettre une cible dans le dos, et en fait, on met une cible dans le dos d'un réinformateur. Inversion accusatoire. On passe tout de suite à notre revue de presse. Pour ouvrir cette revue de presse, Jean-Yves, jetons un œil sur la une du dernier numéro du magazine Causeur, qui a été vivement critiqué par notre caste politico-médiatique. La ministre Elisabeth Morano a signalé la publication au procureur de la République. Oui, et la DILCRA aussi, qui est un organisme officiel spécialisé dans la poursuite des gens qui ne pensent pas tout à fait de manière convenable, a enchaîné. Monsieur Castaner aussi, qui est le président du groupe des députés La République En Marche, en a rajouté dans la volonté de poursuites judiciaires pour une couverture qui ne fait qu'illustrer le grand remplacement avec des nouveau-nés de différentes couleurs, ce qui se passe exactement dans les maternités, ce qu'on constate dans toutes les maternités, et sachant que les mêmes qui protestent contre Causeur n'avaient pas protesté quand le National Geographic. Les mêmes qui protestent contre Causeur n'avaient pas protesté quand le National Geographic avait publié une sur les New Europeans, où on voyait des gens effectivement venus d'ailleurs, avec des turbans, avec des voiles, que sais-je encore. Donc là encore, c'est le deux poids deux mesures. Vous avez le droit, au fond, de vous féliciter du grand remplacement, mais vous n'avez pas le droit de dire qu'il y a un grand remplacement et que vous ne trouvez pas que c'est forcément positif. En fait, la rhétorique des médias, c'est il n'y a pas de remplacement, mais s'il y en a un, c'est tant mieux. Quoi. Voilà, c'est bien. Donc c'est les deux à la fois. Elisabeth Morano sur Twitter qui dit « La une de Causeur que je ne publierai pas est abjecte. Soyons clairs, derrière la théorie complotiste du grand remplacement se cache du racisme décomplexé. » Et on a Castaner qui dit « Alors que Causeur revendique un racisme décomplexé, ces mêmes éléments de langage, dans une qui ne mérite pas d'être montrée. » C'est vraiment du cinéma, c'est de la surenchère. C'est du cinéma total. Et alors, je pense que Elisabeth Lévy a fait une petite erreur en s'expliquant concernant justement cette une. Alors, Elisabeth Lévy a déclaré « Le problème n'est pas que notre société soit multiethnique, c'est qu'elle soit multiculturelle. Si tous ces enfants étaient élevés comme des Français, de valeurs et de mœurs, je m'en foutrais complètement, mais ce n'est pas le cas. » Alors, bon, elle fait un petit peu... Elle a également dit que la France avait toujours été multiethnique et que ce n'était pas un problème. Oui, alors la France n'a pas été multiethnique. La population française n'a pas changé
pendant 4000 ans, on va dire. Elle est restée européenne. Il y a eu un peu de migration intra-européenne, mais la population française n'a pas changé depuis 4000 ans, voire 5000 ans, voire 6000 ans, à part des petites fluctuations intérieures à l'espace européen. Donc l'histoire que la France est un pays de migration, c'est faux. Il y a commencé à avoir des migrations un peu plus importantes, effectivement, à la fin du 19e siècle, au début du 20e siècle, des migrations européennes. Et les migrations... Et qui étaient encore mineures par rapport à ce qu'on vit aujourd'hui. Et qui ont encore été mineures par rapport à ce qu'on connaît aujourd'hui. Le grand phénomène migratoire et le changement de population, il commence dans les années 60-70 et il s'amplifie ensuite. Bon, voilà, ça c'est le premier point. Donc il faut arrêter de dire que la France a toujours été une terre d'immigration. C'est une fausse information. Deuxièmement, elle dit, bah oui, le fait que le multi-ethnique débouche sur le multiculturel. Et donc, vous savez, c'est assez simple. Hein. Sous les pommiers, on trouve des pommes. Là où il y a des Africains, eh bien, on trouve la culture africaine. C'est pas scandaleux, c'est naturel. Oui. Là où il y a des musulmans, on trouve des gens de culture musulmane. C'est assez naturel. Il faut reconnaître les choses. Alors, il y a eu un bon papier dans la Cocarde pour rappeler qu'au fond, les gènes gênaient peut-être, mais que les gènes existaient. Et que, il y a une relation entre le multiethnique et le multiculturel. Ça fait partie de la réalité qu'il faut voir en face. Et il ne faut pas se cacher derrière son petit doigt ou s'excuser d'avoir dit ce qu'on a dit. Je reprends la formule de Charles Péguy, que je me plais à répéter régulièrement. Il faut dire ce que l'on voit, et ce qui est encore plus difficile, il faut voir ce que l'on voit. Voilà. C'est valable aussi pour Mme Elisabeth Lévy, même si elle fait du bon travail avec Causeur. Oui, on ne peut rien lui reprocher sur Causeur. Charline Vanhoenacker, la journaliste et humoriste belge officiant à France Inter, s'est mise en avant en train de grimer les affiches d'Éric Zemmour le 16 septembre dernier. On regarde. Il y a un petit jeu à faire avec les affiches de Ricou partout en France. Très simple, un petit marqueur. Voilà. C'est quand même plus original que ça, quoi, tu vois. C'est marrant. Voilà. Un petit jeu à faire très très simple. C'est le niveau cours de récréation, quoi. Avec l'argent du service public, puisque cette femme est très largement payée par le service public radiophonique. Elle n'est même pas française en plus, elle est belge. Elle est belge. Alors, vous n'allez pas faire du racisme anti-belge, non, quand même. Non. Loin de moi l'idée. Non. Alors là, non. Mais enfin, c'est même pas une blague belge, en fait. Hein, c'est même pas, voilà. Là, c'est vraiment pipi caca. Ah oui, vraiment, tout à fait. Oui. Bon, alors, elle est contente d'elle, en plus. On écoute Pascal Praud à ce sujet, qui a un argument assez étonnant. On savait que Mme Vanhoenacker n'était pas drôle, on devinait qu'elle n'avait pas beaucoup de talent, on ignorait qu'elle fut capable de l'adzi antisémite. Hier, jour de Kippour, sur les réseaux, elle a cru bon dessiner les moustaches d'Adolf Hitler sur le visage d'Éric Zemmour, qui, comme chacun sait, est de confession juive. On reste sans voix devant tant de bêtises. Oui, alors, Praud dit généralement de assez bonnes choses. Là, je trouve qu'il en fait un petit peu trop, dans la mesure où mettre des moustaches sur les gens, les hommes politiques, les affiches électorales, ça se fait, j'allais dire depuis la nuit des temps. Non, pas depuis la nuit des temps, mais depuis des dizaines d'années sur tout le monde. Ça n'a pas de caractère antisémite, et au demeurant, Zemmour est attaqué pour ses positions politiques, il n'est pas attaqué sur le fait de sur savoir sa judaïté, ce serait étonnant de la part du service public. Donc c'est pas le sujet. Je crois que là, on est dans le délire du point Godwin, qui consiste à accuser les gens
de nazisme dès qu'on n'est pas d'accord avec Oui, eux. toujours ramener tout au nazisme, à la judaïté. Il faut en finir avec le point Godwin dans tous les sens. Voilà. Mais pourtant, ça a été relayé par Marianne. Hein. Oui. Charline von Honecker, accusée d'antisémitisme, quand le piège se referme sur Inter. Ouais, non, mais c'est pas... Honnêtement, bon, elle manque d'humour, c'est pipi caca, tout ça, mais c'est pas antisémite, quoi. Voilà. Ouais. Bon, c'est peut-être un petit peu tiré par les cheveux. Ouais, plutôt, on écoute Mathieu Boccoté à ce sujet, qui a une analyse fort intéressante. Subissons-nous la tyrannie des humoristes? À tout le moins de certains humoristes publiquement subventionnés qui se distinguent par leur incapacité d'être drôles. Moi, pour vrai, franchement... Laissez-nous déjà digérer cette première phrase. Mais que font aujourd'hui ces humoristes stipendiés, ces humoristes mercenaires, ces humoristes théologiens? En fait, ils changent la fonction de l'humour et plutôt que de rire des puissants, leur fonction est une fonction de commissaire politique, de commissaire idéologique. Il ne s'agit plus de rire du puissant, il s'agit de rire du plouc. Il s'agit de se moquer du prolo. Il s'agit de se moquer du populo. Il s'agit de tourner en ridicule ceux qui sont en décalage dans la grande marche de l'histoire. Très bonne synthèse de Boccoté. Qui reprend d'ailleurs des éléments qu'on a pas mal développés ici dans les années précédentes et dans la cérémonie des Bobards d'Or, où il y a quelques années, on avait consacré tout un développement précisément aux humoristes de France Inter, qui sont tous sur cette logique-là, effectivement, de commissaire politique. Le fou du roi se moquait du roi, se moquait du puissant. Le journaliste, l'humoriste de service public attaque l'opposition. Voilà. D'ailleurs, c'est assez amusant parce que elle met un grime Zemmour en Hitler. Pas de problème, personne ne va la poursuivre. D'ailleurs, je trouve que ce serait aberrant de la poursuivre. Par contre, quelqu'un qui a voulu assimiler l'immense président Macron à Hitler, lui, il est poursuivi, il a été condamné. Il y a un afficheur qui a été condamné à 10 000 € d'amende. Bon, alors le point Godwin... Il faut vraiment en finir avec ça. Alors en parlant d'Emmanuel Macron, Jean-Yves, il a demandé pardon aux harkis, ces combattants algériens qui avaient du coup pris le parti de la France pendant la guerre d'Algérie. Le Monde titre « Emmanuel Macron demande pardon aux harkis en reconnaissant leur singularité dans l'histoire de France ». Alors il a dit concrètement « En privant les anciens combattants, leurs femmes, leurs enfants de leur liberté fondamentale, en n'offrant pas à leurs enfants la même éducation qu'à tous les jeunes Français, en ne voulant pas reconnaître, malgré vos combats, malgré le travail d'histoire et tant de lettres dictées, la France leur a lâché la main et leur a tourné le dos. » Oui, alors là, il est en plein délire électoral. Hein, c'est une récupération pour vous? C'est une récupération. Voilà, alors c'est une réaction. Alors, Macron est, comme toujours, dans la repentance. La France a tout faux. Voilà. Parce que là, il faudrait quand même être un peu cohérent. Ce que souligne d'ailleurs assez justement Gabriel Cluzel, qui dit « Une gerbe tricolore aux martyrs du FLN, une loi de reconnaissance et réparation pour les harkis, sauf que ce sont les premiers qui ont assassiné les derniers. » Puisque le problème des harkis, qu'est-ce que c'est? C'est des combattants qui étaient engagés effectivement du côté de l'armée française pendant la guerre d'Algérie et qui ont eu le choix... entre un certain nombre ont pu être ramenés en France, les autres ont été purement et simplement égorgés. Comme pour les pieds noirs, c'était la valise et le cercueil. S'ils sont venus en France, ceux qui sont venus en France l'ont été pour éviter d'être égorgés par le FLN. Alors on ne peut pas honorer le FLN d'un côté et demander ensuite les voix de harkis de l'autre. Mais surtout que le terme martyr du FLN, employé par Gérald Darmanin, c'est un mot fort, c'est un mot quand même glorificateur des combattants du FLN qui se sont opposés à la France. Oui, absolument, oui. Non, mais alors là, ça paraît tout à fait antinomique. Totalement antinomique. Bon, Emmanuel Gave fait aussi remarquer que si on dit cela sur les harkis, il faudrait peut-être aussi dire cela des officiers français qui ont basculé dans le combat de l'OAS, précisément parce qu'ils voulaient éviter de laisser les harkis au couteau, à la gorge, les harkis et les Français à l'égorgement par le FLN. Et puis à ce moment-là, on est sur la dynamique de s'excuser pour tout, tout le temps, tous les ans. La France de toute s'excuse tout le temps. C'est une mauvaise pente. C'est la pente Macron. C'est la pente Macron. Voilà.
La compagnie de l'English Touring Opera a choqué l'Angleterre en annonçant qu'elle ne reconduirait pas le contrat de 14 de ses musiciens, car ils sont blancs. Ce qui est encore plus choquant, Jean-Yves, c'est cette chronique de Candice Mahou, chef du service culturel de BFM TV, que je vous passe tout de suite. Soyons clairs, par exemple, dans les entreprises aujourd'hui. Qui veut aller travailler dans une entreprise où le board, le comité de direction est à majorité des hommes blancs de plus de 50 ans? Donc oui, c'est extrêmement violent, mais malheureusement, il va falloir passer par ce genre de revers de balancier pour que les choses avancent aussi, quoi. Cette femme, c'est pas rien, c'est la responsable du service culture de BFM TV, et elle explique tranquillement qu'il faut faire la chasse aux hommes blancs dans un certain nombre d'endroits, que ce soit les conseils d'administration des sociétés ou les orchestres. Alors, à la limite, on peut dire que pour diriger une société, on peut avoir des qualités différentes. Dans un orchestre, il faut peut-être aussi des qualités musicales. Oui, tout de même. Voilà, tout de même. Mais c'est un racisme assumé. Mais à partir du moment où c'est un racisme anti-blanc... C'est du racisme anti-blanc, donc... assumé. Ce que nous dit Candice Mahou, c'est que c'est plutôt bien, finalement. Et alors, si vous voulez, ce qui est absolument extraordinaire, c'est que si vous dites l'inverse sur les Noirs, c'est-à-dire, par exemple, dans telle équipe de foot, il faudrait chasser des Noirs pour avoir plus de Blancs. Dans l'équipe de France, par exemple ? Je ne sais pas. Si vous dites cela, vous êtes poursuivi pour racisme. La LICRA, la DILCRA, Madame Moreno, tout ça, pas Moreno, pas Morano, il y en a deux, attention. Il y en a deux. Pour ne pas confondre la députée LR combative et la sous-ministre de Macron. Bon. Qui a un drôle de ministère dont je me rappelle même plus. Je ne sais plus, on ne sait plus, mais enfin, peu importe. L'égalité des chances, voilà. Et la diversité. L'égalité des chances, pas pour les musiciens blancs, semble-t-il. Pas, voilà. Évidemment. Bon, voilà. Donc, dans un cas, vous êtes poursuivi pour racisme. Dans l'autre cas, vous êtes loué par les médias. On est à nouveau dans le deux poids, deux mesures, qui est la règle fondamentale du fonctionnement des médias. Assez étonné, Jean-Yves, parce qu'en me renseignant sur cette affaire, je suis allé sur le site de Radio Classique. Et en réalité, il y a un orchestre aux États-Unis qui a appliqué exactement la même politique, mais à 2 jours d'écart. C'est l'Orchestre Philharmonique de Buffalo qui a proposé un poste à remplir au sein de son orchestre seulement pour les non-blancs. C'est ce qu'on avait vu aussi, je ne sais pas si vous vous rappelez, donc, il y a quelques épisodes, en Allemagne, dans une université. Et on a vu, alors par contre, il y a eu un bon papier dans le Figaro Vox, il y a pas mal de temps, je crois que c'était dans le Figaro Vox, d'une artiste d'origine chinoise qui dit ça suffit et qui rappelle... Shang Chang. Oui, et qui rappelle que quand on sélectionne un musicien, on le fait à l'aveugle. Ah oui, donc à là, l'aveugle. C'est-à-dire qu'on écoute ce qu'il joue dos tourné sans le voir. D'accord. Voilà. Et donc, alors évidemment... là, maintenant, on va les voir peut-être sans les faire jouer. Comme ça, ce sera plus sûr pour la sélection. Alors, racisme anti-blanc toujours, les éditions Milan ont publié un livre pédagogique traitant de la violence en société à destination des enfants de plus de 7 ans. Le parti pris est pour le moins étonnant, mais ne semble pas ébahir grand monde puisque l'information n'a pas été reliée par les médias. Alors, c'est extraordinaire parce que donc les éditions Milan, c'est le groupe Bayard. Donc un groupe, on va dire, catholique progressiste, pour faire simple. Hein. Mais c'est une grosse maison d'édition. Grosse maison d'édition. Alors on voit, c'est extraordinaire. Il y a d'abord la scène du garçon blanc qui attrape au col, là, le garçon noir. Il y a ensuite l'enseignant noir qui sépare 2 enfants blancs qui se disputent. Il y a le délinquant blanc conduit par un policier devant un juge noir, et j'en passe. C'est-à-dire que c'est systématique. Et il y a un encart de Black Lives Matter. Donc on a véritablement, objectivement, si on regarde ça, si on rapporte les faits avec ce qui se passe dans les cours de récréation ou ce qui se passe dans les tribunaux, là aussi, on est dans le domaine de l'inversion accusatoire. Tous les
tous les Noirs ne sont pas délinquants, tous les Blancs ne sont pas innocents, mais la proportion n'est pas tout à fait la même dans chacune des populations. Exactement, et le fait de démontrer, justement, là c'est que des Noirs, que des Blancs dans la position, justement, un petit peu criminelle ou trouble faite, c'est systématique, c'est de mauvaise foi, là, c'est fallacieux. En fait. C'est malhonnête, et honnêtement, ça fait partie, c'est une des innombrables campagnes de racisme anti-blanc. Alors, nouvelle un petit peu étonnante, Jean-Yves, Roselyne Bachelot a annoncé lundi débloquer un fonds de 30 millions d'euros à destination des pigistes ayant souffert de la crise sanitaire. Si vous voulez, M. Macron est en campagne électorale, donc il reçoit les harkis, et Mme Bachelot distribue l'argent public pour les pigistes, qui évidemment... alors, je ne sais pas comment on calcule les pertes de revenus d'un pigiste qui, par définition, sont aléatoires, indépendamment du fait qu'il y ait le Covid. Je ne pense pas d'ailleurs que le Covid ait été mauvais pour la presse. Parce que globalement, tous les médias ont plutôt augmenté leur diffusion ou en tout cas sur Internet ou sur les réseaux. Les gens consommaient beaucoup plus de médias, télévisuels, Internet. Donc je ne vois pas bien en quoi les pigistes ont été particulièrement victimes de ça, mais c'est sûr qu'on distribue de l'argent, ça crée des amitiés, on va dire, on achète, quoi, voilà. Ouais. On mercenarise. À la veille d'une élection, alors que justement, personne ne s'est préoccupé du sort des pigistes et de leur précarité salariale avant ce jour. Alors simplement, on va rapporter 2 chiffres. 30 millions comme ça. Le plafond d'une campagne électorale, c'est 20 millions. Ah oui, d'accord. Présidentielle. Donc c'est une sorte d'utilisation des fonds publics pour, de manière détournée, servir un petit peu la campagne. Et ces 30 millions-là, c'est très peu de choses par rapport à tout le reste. Et puis de toute manière, c'est-à-dire que les candidats médias sont déjà acquis à les candidats hors Macron, ils vont être limités à 20 millions, et Macron, il est à guichet ouvert. C'est quand même étonnant. Et en parlant de presse, Jean-Yves, elle a été plutôt mal reçue à la manifestation anti-pass de la semaine dernière à Limoges. On vous interdit de filmer notre image, monsieur. On vous interdit de filmer notre image, monsieur. Alors, c'est très révélateur de l'hostilité croissante de gens de plus en plus nombreux, et en particulier des gens qui manifestent contre les journalistes. Au fond, qu'est-ce qu'ils leur reprochent ? Ils leur reprochent une partialité, une hostilité, une minoration et une diabolisation des actions. Ça a été les actions des Gilets jaunes, ça a été les actions de la Manif pour tous. Aujourd'hui, c'est les actions le nombre des contre manifestants, le masse sanitaire. Donc il y a une hostilité qui est au fond la réponse à une hostilité. Et puis il y a autre chose. Ce que dit l'homme qu'on voit au premier plan, c'est ne filmez pas nos images, parce qu'il sait qu'elles vont être utilisées contre eux. Et peut-être que les gens qui vont apparaître à l'image, à la manifestation, vont ensuite avoir des problèmes professionnels, par exemple, dans un régime où on est de plus en plus sur une logique d'interdit professionnel et où vous n'avez pas le droit de ne pas partager l'opinion de l'oligarchie dirigeante. Donc il y a 2 aspects. On veut sauver nos images, et de toute façon, nos images, vous les utiliserez contre nous. Oui. Et ça, les journalistes, ils ont quand même du souci à se faire, parce que la confiance en eux ne cesse de diminuer. Il s'agit vraisemblablement de l'affaire du mois. L'Australie a annoncé la rupture du contrat de 56 milliards d'euros qui l'engageait à acheter des sous-marins français. Et la France réagit fermement, du moins en surface, Jean-Yves. En surface pour des sous-marins, oui, tout à fait. Oui. Le jeu de mots était bien trouvé, je trouve. Bon, absolument. Alors, en fait, il y a eu le cocorico quand la France a obtenu le marché 55 milliards, 12 sous-marins, le cocorico, à l'époque de Hollande, de Le Drian et de Macron. C'était en 2016, du coup. C'était en 2016. Et puis là, maintenant que le marché disparaît, il y a le coup de menton. Donc, à chaque fois,
on se sert de l'événement pour se mettre en scène. Et là, il y a le coup de menton. Alors, il y a les titres des journaux sont quand même très, très, très parlants. Hein. Alors justement, on a LCI, crise des sous-marins, Joe Biden impatient de s'entretenir avec Emmanuel Macron, et Michael Yaïch qui répond très justement en dessous, tout est parfait dans ce tweet, jusqu'à l'image qui montre un Macron dominateur et accusateur d'un Biden tout penaud, c'est l'exact opposé du réel, mais peu importe. Et justement, peu importe, Jean-Yves, cette image, elle a été reprise par tous les médias. Alors ça, c'est quand même extraordinaire, parce que on voit un Macron en position dominante vis-à-vis de Biden. Ah bah il lui fait la leçon. Il lui fait la leçon. C'est extrêmement bien choisi. Extrêmement bien choisi. Je ne sais pas d'où vient cette image. Manifestement, c'est les services de communication de l'Élysée qui l'ont trouvé. J'espère qu'ils ne l'ont pas fabriqué. Et qu'ils l'ont, faudrait vérifier d'ailleurs, et qu'ils l'ont imposé à tous les médias. Alors qu'elle est évidemment... contraire au réel, parce que le réel, c'est que Macron, sur la scène internationale, c'est un petit garçon. La France a beaucoup décliné, c'est malheureux à dire, mais c'est vrai. Et Macron n'est absolument pas pris au sérieux sur la scène internationale. Alors c'est vrai qu'il a le côté donneur de leçons, mais qui contribue à décrédibiliser un peu plus la France. Ouais. Mais les médias jouent ça, quoi. Alors justement, une réaction qui paraît ferme dans les médias et qui est relayée à peu près unanimement par les médias. Hein. La manière dont la France a été presque humiliée publiquement est inacceptable, réagit Geoffroy Roux de Bézieux. Il me semble que... Le patronat au service de Macron. Voilà. Le Drian, il me semble, disait que c'était un coup de couteau et une trahison. Mais après tout ça, finalement, le Premier ministre australien dit qu'il n'émet aucun regret, en dépit du courroux de Paris. Malgré le fait que la France ait retiré son ambassadeur, etc. Ça aussi, ça fait partie c'est de la gesticulation. C'est de la gesticulation diplomatique. Et ça paraît être une mise en scène. Et ce qui n'est que très peu discuté dans les médias, finalement, à ce sujet, Jean-Yves, c'est la responsabilité éventuelle de la France. Parce que le discours dans les médias, aujourd'hui, dans les articles que j'ai lus en tout cas, c'est la France a été prévenue au dernier moment, ça a été une bombe médiatique, voilà, il décommande un accord, l'accord du siècle, dans les médias, sans prévenir en amont. Oui, alors ça c'est assez contesté. Alors d'abord, si c'est le cas, ça pose quand même très sérieusement la question des services de renseignement français. Pour une affaire qui remonte, semble-t-il, à minimum au mois de mai ou juin. Et il y avait d'ailleurs des difficultés techniques, là je n'ai pas de matière à me prononcer, entre Naval Group et les Australiens. Il y a aussi des aspects plus politiques, il faut bien dire. Et il y a un article assez intéressant de The Epoch Times, qui est un grand média en ligne conservateur, fait par des gens d'origine chinoise, hostiles à Pékin. Voilà. Ah, donc c'est de la diaspora chinoise. La diaspora chinoise aux États-Unis et en Europe, mais hostile au régime de Pékin, et qui donne des applications, on va dire, un peu plus géopolitiques. L'Australie est dans le Pacifique, oui. Donc, bon, d'un certain point de vue, elle a une proximité géopolitique avec la Chine, même s'il y a 8 000 ou 10 000 kilomètres entre la Chine et l'Australie. Oui, c'est le même océan. Et la question qui peut effectivement se poser du point de vue des Australiens, c'est est-ce qu'ils s'adossent dans leur matériel militaire sur les États-Unis, qui sont quand même en conflit avec la Chine, ou sur la France, qui est en train peut-être d'évacuer le Pacifique, puisque la France a une position dans le Pacifique qui est la Nouvelle-Calédonie, mais la politique qui a été conduite par tous les gouvernements successifs depuis 30 ans, en manipulant le corps électoral calédonien, consiste à faciliter l'accès à l'indépendance de la Nouvelle-Calédonie au profit de ce qui est encore une minorité, la minorité kanak, mais il y a d'autres minorités en Nouvelle-Calédonie, et minorité kanak qui sera probablement, le jour où il y aura l'indépendance, qui sera peut-être amenée à se rapprocher de la Chine. En tout cas, la France va perdre
probablement sa principale position dans le Pacifique. Ça aide pas à vendre des sous-marins. Le référendum aura lieu d'ici la fin de l'année, le 3e référendum. Parce qu'il y a déjà eu 2 référendums pour maintenir la Nouvelle-Calédonie par la France, mais à chaque fois qu'un référendum dit la Nouvelle-Calédonie doit rester dans la France, on reporte à un 3e référendum. Et comme on bricole le corps électoral, et que la natalité est plus élevée dans les tribus kanaks que dans les villes, à partir de là, comment rester crédible ? Alors, on verra ce qui se passera au moment de ce référendum et la suite de la crise des sous-marins, comme on l'appelle. En tout cas, je vous invite tous, chers téléspectateurs, à regarder, au moins lire cet article de The Epoch Times. Ça me semble être finalement l'article qui a été le plus profond dans son analyse et qui offre des pistes de réflexion intéressantes. Ce qui est quand même navrant, c'est que les journalistes français, dans leur immense majorité, ne font pas le tiers du quart du boulot qu'ils devraient faire. Y compris Le Monde. Le Monde, il y a 20 ans... Qui a cette réputation qui avait la réputation d'un journal, il aurait fait une série d'articles un peu approfondis, avec des vraies questions sur le déroulé du contrat, sur les questions géopolitiques, sur la Nouvelle-Calédonie. Il n'y a pas ça. Ce que je constate aujourd'hui, Jean-Yves, en tant qu'internaute, c'est que je trouve des analyses plus poussées et plus intéressantes chez des blogueurs et des particuliers qui sont passionnés par un sujet, des blogs sur la défense militaire et l'armement, ça existe. C'est plus poussé que ce que font les journalistes qui sont dans l'instantanéité, etc. Donc, tout de même, un beau naufrage, pour rester dans le thème naval, du journalisme français. Il y a des gens qui font le boulot, qui font sans être payés, le boulot que les journalistes ne font pas en étant subventionnés. Voilà. Et ça, c'est vraiment terrible. Il me semble que vous avez un coup de chapeau, Jean-Yves, et c'est celui-là. Je vous le montre à l'écran. Alors, j'ai un coup de chapeau pour un livre qui vient d'être publié à la Nouvelle Librairie, dans la collection Cartouche de l'Institut Iliade, un livre de Georges Giscard, préfacé par François Bousquet, sur le privilège blanc qui veut faire la peau aux Européens, c'est le sous-titre. Et vous voyez qu'on est en plein dans l'actualité, puisqu'on a traité aujourd'hui de plusieurs opérations wokistes sur les manuels pour les livres pour les enfants, sur l'interdiction des musiciens blancs, etc. Et donc ce livre est très très intéressant parce qu'il analyse tous les tenants et les aboutissants, toutes les origines de cette idéologie venue des États-Unis et qui nous est imposée, notamment dans la foulée de l'opération Black Lives Matter. Donc c'est un livre dont je recommande vivement la lecture. On peut le trouver à la Nouvelle Librairie ou le commander sur Internet, sur le site de l'Iliade ou de la Nouvelle Librairie. En tout cas, c'est pas quelque chose qu'on va retrouver à la FNAC, je pense, malheureusement. Ça risque d'être difficile de le trouver à la FNAC. Même le livre de Zemmour est difficile de trouver à la FNAC. Donc, car certains libraires planquent les livres ou refusent de le commander. Merci Jean-Yves. Merci à tous d'avoir regardé cette émission. N'hésitez pas à aimer, commenter et partager pour nous aider avec notre référencement. Et puis à la semaine prochaine. À la semaine prochaine.